Bonsoir, Yaniv Malek, constellateur familial, dans le 12e arrondissement, à Paris et en Seine-et-Marne. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur l'origine des constellations familiales. Et évidemment, pour moi, c'est Bert Hellinger qui est le fondateur des constellations familiales, même s'il dit d'ailleurs dans certains textes qu'elles existaient déjà avant lui. Mais bon, en effet, elles existaient avant lui. Moi qui suis un grand fan de Carl Gustav Jung, le psychanalyste, il avait déjà fait des constellations familiales avant même que ça existe dans les années 1930. Je vous raconterai ça peut-être un jour. Mais en effet, il avait déjà compris la dimension du rituel. Mais pour revenir à Bert Hellinger donc, et à sa vie et à la manière dont ça s'est cadré progressivement au cours de sa vie, il faut revenir dans son enfance déjà, où dès son enfance, il est mis en pensionnat à l'âge de 10 ans. Il est très heureux là-bas, dit-il, parce que ça lui apprend la vie de groupe et la hiérarchie, et surtout une vie comme peut-être on pouvait le vivre dans ces pensionnats à l'époque, surtout en Allemagne, très en contact avec la nature. Et puis la guerre arrive, donc le pensionnat est fermé. Ses parents étaient déjà dans le collimateur du gouvernement de nazi. Et il est finalement enrôlé quand même dès l'âge de 15-16 ans sur le front de l'Ouest. Et il est prisonnier du, euh, des Américains. Et il raconte très bien que les Américains se vengeaient évidemment de ce qu'avaient fait subir les Allemands aux Européens. Et il avait plusieurs fois tenté de s'échapper, et la punition, c'était d'être rasé et un mois au cachot sans couverture, sans manger. Et curieusement, il a échappé à cette punition, il n'est resté que 5 jours dans le cachot, et il se demandait pourquoi. Et en fait, il raconte l'anecdote suivante, c'est qu'il avait remarqué qu'il y avait un des, des gardiens qui étaient américains juifs d'origine allemande et qui comprenaient complètement ce que disaient les prisonniers, évidemment. Et il avait un petit air efféminé et les autres prisonniers se moquaient de lui. Et lui, il prenait sa défense en disant il n'y a pas de raison que vous vous moquiez de cet homme qui est efféminé. Et c'est sans doute grâce à ça, déjà à l'époque, de une forme d'humanité, hein, qu'il peut-être il doit sa vie, hein, parce que rester dans un cachot 30 jours, c'est pas bien sympa. Euh, et, euh, et donc, il sort au bout de 5 jours, non rasé, et il finit quand même par s'échapper et rentrer en Allemagne, où il rentre chez les jésuites. Mais assez curieusement, lui qui a enseigné tout le temps, il ne voulait surtout pas faire carrière chez les jésuites, parce que le jésuite, c'est un ordre qui enseigne essentiellement. Et il garde d'ailleurs un très grand respect, une grande admiration cet ordre-là. Et donc, on l'envoie après ses études en Afrique du Sud. Et alors, beaucoup de gens disent que les constellations familiales sont nées en Afrique du Sud et ont des origines africaines. Pas du tout, du tout, du tout. Ce qu'il dit par contre de l'Afrique du Sud et des Noirs, c'est qu'il a appris au moins trois choses. C'est que ces gens-là ont un respect de leurs parents, donc ça on retrouve ça en constellation familiale, que les mères ont une autorité incroyable sur leurs enfants, ça aussi c'est pas inintéressant pour nous. Et la troisième chose, c'est que souvent ils discutent entre eux d'une manière véhémente, mais au bout du compte, ils arrivent à trouver un accord à la fin de la réunion. Donc tout ça, ça l'a beaucoup impressionné. Et il a beaucoup appris de ce pays-là. D'ailleurs, il pensait y rester, hein, puisque il s'y trouvait bien. Et puis, il y avait aussi une ambiance œcuménique entre lui, il est missionnaire catholique, donc, hein, et il a dirigé des écoles, donc il a appris aussi la manière de diriger les groupes, surtout il s'est déjà formé à cette époque-là à la dynamique de groupe. Et il, il, il,
dans ces réunions, il y avait donc des protestants, des catholiques, des Zoulous, des Africains, et tout ce monde-là discutait en plein apartheid, hein, discutait gentiment et sans agressivité dans les groupes, et tous les gens étaient très contents. Les Noirs avaient bien compris que Berthinger les respectait et essayait pas du tout de les imiter, tout en les respectant. Donc le respect de la différence, tout en ne faisant pas comme si on était un noir ou comme si on était un blanc. Mais rapidement, il se fait un peu disqualifié par sa hiérarchie. Il reste quand même 20 ans là-bas, je crois. Euh, Parce que, évidemment, c'est quelqu'un qui n'obéit pas aux ordres. Et quand un ordre venait d'en haut, il disait aux gens, et qu'il n'était pas d'accord avec ça, il disait, venez leur expliquer, parce que moi, je ne sais pas faire. Et évidemment, c'est pas le genre de truc qui plaît. Et donc, il est revenu ensuite en, en Allemagne, mais il sait déjà à ce moment-là qu'il va quitter l'Église. Et il fait une psychanalyse, sans doute jungienne d'ailleurs, c'est pas très clair, mais c'est là qu'il rencontre sa femme. Et en faisant cette psychanalyse jungienne, sa première femme, et en faisant cette psychanalyse jungienne, il va faire d'autres dynamiques de groupe, comme l'analyse transactionnelle, qui est dont on n'entend plus beaucoup parler maintenant, mais c'était très à la mode dans les entreprises dans les années 80, 90, 2000. Et il y avait surtout aussi un truc dont on ne parle plus du tout, qui était assez génial, c'était les scripts. C'est-à-dire que chacun, on a un conte préféré dans notre enfance et un conte préféré dans notre vie adulte. Donc réfléchissez à quel conte vous ou quel conte vous racontez à vos enfants. Euh, et quels sont les contes que vous adorez, qui vous animent. Et ça cache sans doute une dynamique secrète, donc un script, ce que dit Berne, le fondateur de l'analyse transactionnelle, et un script qui est donc une espèce d'écrit qui marque votre vie et auquel vous ne pouvez pas échapper, sauf si vous en prenez conscience. Alors Bert Hellinger s'est aperçu rapidement que ce script était familial, c'est-à-dire qu'il était hérité, et donc déjà des prémices des constellations commencent à ce moment-là, et surtout que Bert se forme à ce moment-là aussi à la thérapie Janov, qui est une thérapie de cri primal, où on fait crier les gens. Moi j'ai fait ça une fois, je crois, je suis vite sorti parce que je me suis aperçu que ça servait à rien et que surtout on avait les oreilles cassées et que le thérapeute lui-même n'avait pas enfin en France du moins, avait des boules caisses. Donc c'était vachement intéressant, je trouve. Donc il faisait subir à ces gens des séances de cris qui, soi-disant, donc les libéraient par la catharsis, hein, la crise émotionnelle qui permet de résoudre le problème. En fait, tout ça, on est très vite revenu là-dessus parce que c'est pas suffisant. Et souvent, les gens malheureusement, comme dans beaucoup de techniques, finissent par se auto-entretenir là-dedans et ça ne sert plus à rien. Et puis Berthinger s'est aperçu aussi qu'il criait souvent, mais il criait pas tellement pour eux, mais souvent aussi pour un ancêtre, ou que quelquefois même, ces cris, en fait, n'étaient pas des sentiments primaires, mais plutôt des sentiments secondaires. Ça, il faudra absolument que je fasse une vidéo là-dessus, parce que c'est fondamental. Les sentiments secondaires n'amènent jamais à la solution. Les sentiments primaires, oui, amènent à la solution. Et en constellation familiale, on utilise uniquement les sentiments primaires. Enfin, en général, pas uniquement, mais en général, les sentiments primaires. Et donc, pour ces raisons-là, il a très vite abandonné aussi le cri primal, du moins dans sa version d'origine. Et il se forme à l'hypnose ericksonienne, et ça, il a beaucoup appris de cet outil-là, parce que Erickson, qui est le fondateur de l'hypnose, faisait très attention aux postures corporelles de ses clients,
Et Bert Hellinger aussi fait très attention à ça. Et quelquefois, ça permet de faire rentrer les gens en hypnose et en transe hypnotique très rapidement. Il avait un certain don pour ça, lui. Donc, et puis en constellation familiale, on fait très attention à ce qui se passe à la fois chez les représentants, mais à la fois aussi chez le client pendant qu'il se déroule la constellation. Donc, il se forme aussi donc à l'hypnose ericksonienne, il se forme aussi à la PNL, ce qui est aussi un outil qu'on utilisait beaucoup en entreprise avant, qui permet de se dégager des, des comportements stéréotypés. Et donc avec tout ça, il arrive tout doucement à être un grand animateur de groupe, avant même d'être constellateur familial. Il a une autonomie financière qui lui permet de payer sa psychanalyse, et au bout d'un certain temps, en faisant tous ces outils-là, il se dit non, je ne peux plus rester dans l'église parce qu'elle-même ne veut plus de moi, et il quitte l'église, et donc c'est à ce moment-là qu'il rencontre sa femme, sa première femme, et qu'il va rencontrer ce qu'on appelle les sculptures familiales, c'est-à-dire des thérapies où on demande aux gens de chaque famille de représenter leur, leur famille en demandant aux autres membres du groupe de représenter la grand-mère avec une posture corporelle particulière, la mère avec une autre posture corporelle, la poster dans l'espace avec dans une attitude corporelle. Et Bert Hellinger s'aperçoit très rapidement que en représentant le père d'un client, tout d'un coup, il est en contact avec une émotion d'un homme dont il ne connaissait rien. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à travailler en mélangeant ces, euh, tous, ces, tous ces outils. Mais Bert Hellinger dit aussi de manière très claire que il est très important de ne pas rester dans, le, dans la mouvance, dans le champ de l'outil. Et il dit très clairement que les psys devraient avoir un autre métier que le métier de psy, parce que ça leur permet justement d'avoir cette liberté de quitter le mouvement euh, sans mauvaise conscience, sans conflit, parce qu'ils ont une autonomie financière. Donc voilà, une fois ça arrivé, une fois qu'il a intégré ces différents outils, il met au point cet outil, les constellations familiales, et c'est à ce moment-là que sont vraiment nées les constellations familiales, progressivement d'ailleurs, puisque dans un premier temps, on faisait beaucoup confiance à l'expression verbale des représentants. Et puis finalement, quand Bert Hellinger a rencontré sa deuxième femme, là, on a fait beaucoup plus confiance au corps, et maintenant, on ne fait plus confiance qu'au corps. Hein. Et on ne fait quasiment plus parler en constellation familiale. Et alors, ce qu'il dit aussi, c'est les phrases réparatrices dont Bert Hellinger a le secret, et que tout constellateur doit connaître par cœur, même si il peut en inventer, bien sûr, viennent aussi de l'analyse transactionnelle. Bern avait des phrases tout à fait particulières pour faire sortir les gens de leur script et de leur intrication. Ce qu'a fait Berthe ensuite. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'origine des constellations familiales. Donc ça vient de très très loin. Ce n'est pas né en Afrique du Sud, même si ça peut en être inspiré. Et en fait, c'est un mélange d'un certain nombre d'outils dont s'est servi Bert Hellinger, et qui a lui-même, pendant les 40 ans ou 50 ans qu'il a exercé les constellations familiales, a beaucoup évolué. Hein. Et voilà ce que je voulais vous dire sur l'origine des constellations familiales et la manière dont Berthe avait conçu tout ça, conçu
son bébé, on peut dire, puisqu'il n'a pas eu d'enfant, hein, et que voilà, voilà ce qu'il nous laisse. Bonne réflexion.